haute, nous dit le capitaine, c'est que la houle est seulement de 2 mètres. On retourne sur le continent, on quitte le grand large avec le barographe de Boulogne de TF1. Regardez les pressions, elles ne sont pas très hautes, mais elles ne sont pas très basses. Et les perturbations ne sont pas très actives. Voici celle d'aujourd'hui et voici celle des jours suivants. Voici celle d'aujourd'hui qui remonte dans un flux de sud-ouest et donc qui a beaucoup de mal à se diriger peu à peu vers l'est. Voici la suivante qui sera là demain après-midi et celle d'après sera là le jour suivant. Balai donc de perturbations. Alors on récapitule, voici ce qui va se passer demain matin. On va retrouver la perturbation qui était déjà là aujourd'hui sur l'ouest. Regardez, demain matin, elle sera à peine sur le centre. Beaucoup de nuages, très peu de pluie, quelques gouttes à l'avant au pied des Cévennes et encore une très jolie matinée pour toute la façade est. Du soleil aussi qui va revenir sur l'ouest avant l'arrivée de nouveaux nuages et de pluie accompagnée de vent de sud. Dans l'après-midi, progression très lente de cette perturbation vers l'est. Donc de l'Alsace jusqu'à la Méditerranée, la journée devrait rester agréable avec en Corse quand même quelques pluies, toujours aussi peu de pluie, toujours autant de nuages sous cette perturbation. La suivante qui va arriver dans l'après-midi sera beaucoup plus active avec des pluies continues et de vent de sud qui va souffler sur les côtes. Entre ces deux systèmes perturbés, ma foi, on espère du soleil pour un dimanche. Ça serait pas mal. Côté température, on reste dans la douceur, on reste dans ce flux de sud. Regardez tout ce rose qui gagne peu à peu. Donc demain matin, on devrait même gagner quelques degrés pour la moitié nord. Le minimum quand même pour Alençon avec 4 degrés, le minimum aussi pour Bastia avec 4 degrés. Itou, 8 degrés pour Paris et le maximum pour Marseille, 11 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront aussi douces qu'aujourd'hui, c'est-à-dire de saison, 11 degrés à Brest, mais ça, c'est à cause de l'arrivée de la pluie. Dans ce flux de sud, c'est sans doute à Biarritz qu'il fera le plus doux, comme les jours précédents et sans doute comme les jours suivants, puisque nous allons rester dans ce flux de sud. Qu'est-ce qui se passe ensuite, votre début de semaine? Eh bien, voici une perturbation qui s'en va, celle qui sera arrivée dimanche, et en voici une autre qui arrive donc lundi, toujours par les mêmes régions, c'est-à-dire par la Bretagne et par la Normandie, toujours accompagnée de vents de sud-ouest. Ailleurs, la journée sera bien nuageuse lundi. C'est moins grave, les nuages lundi que dimanche. Mardi, cette perturbation va s'étaler peu à peu vers l'est, mais comme elle va onduler, les nuages resteront très présents sur les 2 tiers nord de la France, avec des pluies plutôt continues au nord de la Seine et toujours du vent de sud-ouest sur les côtes. Dans ce flux de sud, les températures vont remonter dans un tiers sud, d'autant plus que là, c'est le soleil qui va briller. Nous sommes samedi soir, vous allez peut-être sortir. Alors c'est un conseil de la sécurité routière que nous vous avons déjà donné, qu'il est bon de reformuler. Je vous rappelle que celui qui conduit ne boit pas. Sachez qu'au-delà de 2 verres de vin, vous êtes en infraction. Et puis pour tout savoir sur votre trajet, voici bien sûr le répondeur de Météo France. Vous avez rendez-vous avec Claire Chazal. Je vous retrouve après son journal si vous voulez. À tout à l'heure. La météo avec le groupe Société Suisse Assurance. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, un incendie à la gare Saint-Lazare la nuit dernière a perturbé la circulation des trains pendant toute la matinée. Il s'agirait d'un acte criminel pour la SNCF qui a porté plainte. La situation est redevenue normale dans la journée. La découverte d'un vaste réseau de pédophilie à Angers. 9 personnes ont été mises en examen et auraient abusé de 27 enfants. Les prévenus, 3 hommes et 6 femmes, sont également poursuivis pour inceste et prostitution. La polémique sur le passage des camions sous le tunnel du Mont-Blanc. Les poids lourds de moins de 19 tonnes pourraient être autorisés à l'emprunter dès le début de la semaine, dans quelques jours, ce qui satisfait les écologistes, mais pas les transporteurs. Les manifestations anti-mondialisation, il y avait beaucoup de monde à Barcelone et aussi à Perpignan en marge du sommet européen. Lors des débats, un accord a été trouvé sur l'ouverture du marché de l'électricité avec un report accordé pour la France aux particuliers. Vous le voyez, Jacques Chirac et Lionel Jospin ont participé au débat d'une seule voix. Nous parlerons aussi du calme inhabituel qui règne au Proche-Orient. L'émissaire américain poursuit sa mission de paix. Puis de Formule 1 avec la pole position de Michael Schumacher au Grand Prix de Malaisie. Enfin, de la nuit celtique qui rassemble au Stade de France des milliers de spectateurs ce soir encore. Le feu a pris la nuit dernière dans 2 endroits différents de la gare Saint-Lazare. Il a fallu l'intervention de très nombreux pompiers pour en venir à bout. 4 personnes ont été légèrement intoxiquées. La SNCF a porté plainte et la police pense qu'il s'agit d'un acte volontaire. La circulation des trains fortement perturbée tout d'abord a pu être rétablie dans la journée. Le point avec Dominique Lagroux et Éric Bérin.
Le feu s'est propagé en à peine une demi-heure. Très vite, les pompiers sont sur place. Mais déjà, la billetterie au rez-de-chaussée de la gare est complètement détruite. Il est un peu plus de minuit. Il a fallu 4 heures pour maîtriser le feu. 4 personnes, 2 pompiers et 2 gardiens ont été intoxiqués. D'après les premiers résultats de l'enquête, 2 incendies se sont déclarés à un quart d'heure d'intervalle. Le président de la SNCF a porté plainte pour incendie volontaire. Le fait qu'il y ait 2 incendies qui se déclarent à la fois, dont un dans le local de nettoyage dont la porte a été fracturée, nous donne quelques présomptions du caractère volontaire ou criminel de cet incendie. Selon nos informations, des chiffons et des bouteilles d'alcool ont été retrouvés sur les lieux du sinistre. Un système artisanal, mais bien pensé, puisqu'il visait avant tout à paralyser le système de fonctionnement de la gare. L'endroit était bien choisi, ça n'a pas été la porte à côté, à droite ou à gauche. L'endroit, c'était à la limite là où il ne fallait pas que ça intervienne, quoi. Pourquoi ? Oui, l'endroit où passent les gaines techniques qui alimentent en énergie l'ensemble du cœur de la gare. Ce soir, le trafic est assuré normalement sur les grandes lignes. Toutefois, des retards sont à prévoir pour les trains de banlieue. Pendant plusieurs mois, une partie de la gare Saint-Lazare va rester inaccessible aux voyageurs. 2 hold-up aujourd'hui en région parisienne. Une bijouterie à côté des Champs-Élysées, rue François 1er, a été attaquée par 2 malfaiteurs à moto qui ont défoncé la vitrine à l'aide d'une masse et qui ont emporté un butin d'environ 150 000 €. Et puis il y a eu un hold-up avec prise d'otage dans une banque à Neuilly. Le voleur armé a dérobé 10 000 € et retenu quelques instants le directeur de la banque. Il se confirme qu'un vaste réseau de pédophilie sévissait dans la région d'Angers. À ce jour, 9 personnes ont été mises en examen et écrouées, dont 6 femmes. Elles auraient abusé sexuellement de 27 enfants et se seraient même livrées à l'inceste et à la prostitution. Laurent Giraudineau, Bruno Grégoire. Derrière ces volets, pendant des années, l'horreur d'actes pédophiles sur des enfants âgés de 6 mois à 6 ans s'ajoutait au sordide du proxénétisme et de l'inceste. Entre amis, concubins, voisins, 27 enfants au moins ont été violés, prostitués parfois au simple prix de colis de la banque alimentaire ou de quelques paquets de cigarettes. Dans ce nouveau quartier qui mêle les catégories sociales dans la banlieue d'Angers, on craignait bien le père d'une famille bruyante, mais à les entendre, rien n'indiquait aux voisins qu'ils côtoyaient l'enfer pour des enfants. Moi je sais que déjà j'ai un petit garçon et il y a plein d'enfants qui jouent dehors, donc savoir qu'il y avait des pédophiles juste en face ou même dans les alentours, je trouve ça quand même aberrant qu'ils aient laissé tant de temps avant de les arrêter, quoi. Aucun soupçon, quoi. Bon, donc pas mal de passages, du bruit, mais bon, à part ça, non, rien. Depuis que l'affaire a été dévoilée il y a 10 jours, 9 personnes sont maintenant mises en examen, 3 pères et 5 mères de famille sont écroués. Tous ont eux-mêmes, pendant leur enfance, été victimes d'abus. Tous étaient suivis comme cas sociaux et certains déjà condamnés pour agression sexuelle. Il y a très peu de revenus, il y a des formations professionnelles quasi inexistantes, un niveau intellectuel ou culturel des plus bas. On a effectivement un milieu de type quart-monde. La difficulté, c'est qu'on voit assez rapidement dans ce dossier apparaître des sommes d'argent qui permettaient de s'offrir, le terme est horrible, mais c'est comme ça, s'offrir des enfants, on ne sait pas d'où vient l'argent. L'instruction en cours n'a sans doute pas encore tout découvert de l'étendue de ce réseau pédophile. Les enfants qui ont vécu ce calvaire parlent de sorties à la campagne, d'agresseurs cagoulés qui ne sont vraisemblablement pas les parents, déjà sous les verrous, des parents passibles de 20 ans de réclusion criminelle. Et puisque nous parlons de pédophilie, il faut savoir que depuis quelques années, dans certains divorces très conflictuels, les parents n'hésitent pas à brandir l'accusation d'abus sexuels contre le conjoint. Ces accusations sont bien sûr traumatisantes pour les enfants que le ministère de la Justice souhaite pouvoir entendre en dehors de toute pression. Une réforme est à l'étude sur ce point. Michel Izard, Jean-Claude Lédin. C'est peut-être un effet pervers de la libération de la parole autour des problèmes de pédophilie. Les accusations d'abus sexuels contre un père ou un beau-père peuvent devenir une arme dans un divorce. Le plus souvent fausses, ces allégations ont de lourdes conséquences car l'affaire alors passe du civil au pénal avec enquête. C'est important de vérifier parce qu'on ne peut pas effectivement rester sur un doute, tant pour l'enfant que pour la personne qui se trouverait ainsi accusée. Et je crois que la meilleure réponse, c'est précisément ce dispositif qui découle de la loi du 17 juin 1998 qui prévoit l'enregistrement de l'audition du mineur victime
Dans une circulaire récente, le ministère de la Famille vient de demander à tous les préfets d'ouvrir des permanences dans les hôpitaux pour recueillir la parole des enfants. Quand je me lève, je le trouve presque tout le temps dans mon lit. Il existe aussi 5 centres spécialisés, comme ici à Béziers, où des professionnels enregistrent les conversations et tâchent de démêler le vrai du faux. Est-ce qu'on l'a touché au niveau de son corps? Est-ce qu'on l'a touché au niveau de son sexe? Et l'enfant, à partir de là, dans une relation avec un adulte qui est en dehors du conflit, émotionnellement, je dirais, également dans ce qu'il exprime, on perçoit la réalité qu'il a vécue ou qu'il n'a pas vécue. Dans toutes les hypothèses, il y a danger. Même s'il arrivait que l'enfant ait perdu son autonomie et révèle des faits qui ne soient pas complètement exacts, cet enfant, il est en grande souffrance. Et il faut le prendre en charge. Et il faut prendre en charge les parents. La manipulation d'un enfant est une maltraitance grave, mais cela ne doit pas cacher que les fausses accusations restent marginales par rapport aux actes réels de pédophilie. Au tribunal de Mâcon, par exemple, l'an dernier, sur 54 affaires d'abus sexuels traitées, une seule était inventée. Le pire serait le silence. Les camions vont-ils pouvoir bientôt emprunter le tunnel du Mont-Blanc? Il semble en tout cas que l'on s'apprête à autoriser le passage des poids lourds de moins de 19 tonnes dès le début de la semaine prochaine, dans quelques jours. La préfecture de Haute-Savoie a reçu la consigne de se tenir prête. C'est une mesure qui est de nature à calmer les esprits dans la vallée de Chamonix, mais qui ne satisfait pas les transporteurs. Reportage de Jean-Marie Delot et Yves de l'Écluse. 19 tonnes, voici le gabarit maximum des camions autorisés à franchir le tunnel du Mont-Blanc à partir de la semaine prochaine. Une nouvelle qui n'est pas du goût des transporteurs de Haute-Savoie. Dès l'annonce des mesures, nous avons été très déçus, même amers. Au niveau de tous les transporteurs de la région qui font de l'Italie régulièrement, qui seraient à même de franchir le tunnel du Mont-Blanc, les 4 roues de 19 tonnes représentent à peine 10%. 90% des camions ne devraient donc pas revenir sous le tunnel. C'est sans doute une première, mais les élus de Chamonix ont réagi positivement à une mesure proposée par le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot. Autocars et camions petit gabarit devront respecter une règle d'alternance fixée à 2 heures. C'est important pour notre économie aussi que ces transports se fassent. Et puis les transports internationaux ne repasseront plus par le tunnel du Mont-Blanc. Là aussi, nous annoncions des problèmes de sécurité et c'est pour ça que ces camions ne peuvent pas revenir dans le tunnel du Mont-Blanc. Un retour toujours redouté pourtant par des associations de riverains. Les habitants de la vallée savent que les Italiens sont mécontents, que les élections approchent et ils voudraient que la décision soit définitive. On reste quand même très craintif sur l'aspect provisoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'après les élections, tout est abandonné et les gros camions reviennent? Moi, c'est mon sentiment que j'ai aujourd'hui. Pour le retour des camions et des autocars, les policiers ont des consignes strictes. Les autorités franco-italiennes ne badinent pas sur la sécurité. Depuis l'ouverture du tunnel, il y a une semaine, plus de 500 procès-verbaux ont été dressés pour excès de vitesse ou non-respect des distances de sécurité. Un nouveau ferry assurant la liaison entre la France et l'Angleterre a été lancé ce matin dans les chantiers navals de Rotterdam. Il pourra transporter 880 voitures et plus de 2000 personnes. Il faut dire que la demande est forte car malgré l'ouverture du tunnel sous la Manche, les compagnies maritimes résistent bien. Armel Joubert-Desouches et Olivier Milleville ont fait la traversée entre Caen et Portsmouth. Manœuvre d'accostage dans la gare maritime de Portsmouth. Ce ferry qui vient du port de Caen-Ouistreham effectue chaque jour des liaisons régulières entre le port normand et celui situé dans le sud de la Grande-Bretagne. Chaque jour, ce sont ainsi des dizaines de véhicules, poids lourds et voitures de tourisme qui embarquent des deux côtés de la Manche. Pour ce nouveau départ, et parmi les 300 passagers qui prennent place, il y a des touristes français. Même avec la mer mauvaise, je préfère être dessus que dessous. Le tunnel, parce que c'est trop loin de la Bretagne, donc on préfère voyager en bateau plutôt que de faire une longue route en voiture. Parce que l'utilisation du tunnel sous la Manche obligerait en effet touristes français et anglais à un détour de 300 km vers Douvres et Calais. Beaucoup choisissent de prendre le ferry situé plus à l'ouest. Par ailleurs, en misant sur l'attrait des régions de l'ouest de la France et de l'Espagne, en misant sur un certain luxe à bord aussi pour des traversées de 6 heures, transformées en mini-croisières, les responsables des compagnies maritimes transmanche ont su attirer la clientèle. Personnellement, si je prends cette compagnie, c'est parce que je suis propriétaire d'une maison dans l'ouest de la France. Plus généralement, je trouve que les prestations, comme la restauration,
sont ici excellentes. Nous avons 80% de notre clientèle qui est anglaise, donc automatiquement, ils recherchent aussi ce côté un peu, je dirais, la vie française. La prestation à la française donne énormément sur la restauration et l'hébergement. De Roscoff à Caen, cette compagnie dispose de 7 navires. Ce nouveau mastodonte de la mer doit encore renforcer sa position sur la Manche, où la concurrence est rude malgré tout. 2 ans et demi après la tempête de décembre 1999, les dégâts sont toujours visibles dans de nombreuses forêts françaises. Les forestiers continuent de nettoyer et de récupérer le bois. Il leur faut maintenant parvenir à le recycler et pour cela, ils le proposent notamment aux entreprises comme nouvelle source d'énergie. Hicham Ayouch et Jean-Marie Duperron se sont rendus dans la forêt vosgienne. Cette machine rôde dans les bois vosgiens, capture sa proie et la dévore de sa mâchoire carnassière. Mais cet ogre mécanique est très utile, car il coupe, ramasse et broie les arbres mis à terre. Et le travail ne manque pas. La tempête de 99 a causé d'énormes dégâts. Ici, 30 millions de mètres cubes d'arbres sont tombés. Jérôme Claude, ingénieur forestier, travaille pour une coopérative de la région. Il vient constater le travail effectué. Vous avez des endroits qui sont complètement dévastés. On n'a pas beaucoup de solutions techniques pour nettoyer, pour préparer le terrain à accueillir la future forêt. Donc la machine vient de passer sur cette parcelle. On a réussi déjà à nettoyer, donc le plus gros du travail est fait. Voici le résultat du broyage, des plaquettes forestières qui vont ensuite être exploitées. Ce bois qui ne pouvait pas être utilisé en menuiserie sera donc valorisé en servant de combustible. Plusieurs chaufferies de la région ont opté pour cette solution. Elles fournissent en énergie des organismes publics et des industries. À l'image de l'hydroélectricité ou de l'énergie solaire, le bois est une énergie inépuisable amenée à se développer. À l'horizon de 5 à 10 ans, 25% des énergies utilisées doivent être de l'énergie renouvelable. Donc le bois énergie est une de ces énergies renouvelables. Ce n'est pas la seule, mais c'est une énergie qui est techniquement au point et qui est très propre et peu chère. Pour l'instant, le bois énergie est peu utilisé à grande échelle en France, contrairement au Canada ou à l'Autriche. Il faudrait donc une réelle volonté politique en termes de développement durable pour qu'il devienne une source d'énergie essentielle. À Barcelone, la fin du sommet européen a été marquée par une grande manifestation anti-mondialisation. Plus de 100 000 personnes ont défilé derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire « Contre l'Europe du capital, un autre monde est possible ». Un important dispositif policier avait été déployé dans toute la ville. Valérie Nataf et Emmanuel Joachim ont suivi la manifestation. Comme cette mariée, ils ont dit non. Non à l'Europe du capital et de la guerre, comme le proclame la banderole qui ouvre le cortège des quelques 100 000 militants anti-mondialisation rassemblés en fin de journée à Barcelone. Des militants qui appartiennent à la gauche la plus traditionnelle, syndicale et politique, ou gravitant autour des mouvements anarchistes et indépendantistes, rassemblés malgré leurs différences, comme le revendique un des ténors politiques. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes bases, tout le monde n'a pas forcément les mêmes analyses, mais tout le monde conteste cette logique de la globalisation. Donc je trouve que le fait de mettre ça au grand jour, de dire que chacun part à partir de sa propre logique, eh bien je trouve que c'est au contraire faire preuve de maturité. Les slogans dénoncent pêle-mêle la condition faite aux femmes, la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan ou les multinationales. Une coalition unie seulement dans le rêve d'une autre Europe. Une Europe qui arrête par exemple de déréglementer, de privatiser les services publics. Mais nous sommes là aussi pour un autre monde et nous pensons que l'Europe pourrait jouer un rôle différent. Aujourd'hui, la pauvreté augmente, cela va être discuté dans le cadre de l'ONU et nous pensons que l'Europe devrait faire un geste. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est en train d'être fait. Si les dirigeants européens ont quitté Barcelone depuis quelques heures déjà, le contre-sommet se poursuit dans la rue, sans incident jusqu'à présent. Il se poursuit également ailleurs, car un certain nombre de manifestants anti-mondialisation ont été bloqués au col du Pertus et ont décidé donc de manifester côté français à Perpignan avant de repartir vers la frontière espagnole. Plus de 1000 personnes se sont rassemblées devant la préfecture. Le récit de leur journée avec Christophe Pétraud et Jean Delguidis. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres pour s'opposer à la mondialisation, comme Nicolas, venu de Belgique. Mais Barcelone, leur objectif, ils craignent de ne pouvoir l'atteindre, bloqués à Perpignan depuis hier. On est très en colère, on casse rien, mais je crois que c'est une colère qui est un peu à l'intérieur et celle-là est plus durable et je crois qu'ils s'en souviendront.
En début d'après-midi, après avoir manifesté devant le consulat espagnol, le millier de militants a regagné l'autoroute, malgré l'interdiction des autorités françaises qui ne souhaitaient pas voir le poste frontière engorgé par la quinzaine de bus. 16h, la frontière est enfin atteinte, mais les Espagnols appliquent toujours un article du traité de Schengen. Ils refusent le passage des bus car ils craignent des débordements au sommet. La tension monte. Donc ce n'est pas la peine de discuter. Ce n'est pas la peine de discuter parce qu'il y a une décision des autorités espagnoles qui ont rétabli l'article 2 des accords de Schengen. Les autorités espagnoles nous mettent un couteau sous la gorge en nous demandant à Alain Krivine et à moi-même de devenir responsables pour chaque manifestant et pour les dégâts éventuels. Manifestement, ces gens nous prennent pour une compagnie d'assurance. Nous sommes au contraire des organisations démocratiques et pacifiques. C'est finalement vers 18h, c'est-à-dire au moment même où débute la manifestation de Barcelone, que la situation se débloque, enfin presque, puisque tous les militants seront contrôlés, un par un, et fouillés. Une frontière de l'Europe bien difficile à franchir ces jours-ci. Et pendant ce temps-là, à Barcelone, effectivement, les 15 chefs d'État et de gouvernement européens ont achevé leur discussion. Un accord a été trouvé sur l'ouverture du marché de l'électricité avec un report accordé à la France pour les particuliers. Jacques Chirac et Lionel Jospin ont parlé d'une seule voix et avaient visiblement retrouvé des relations plus chaleureuses qu'hier pour ce dernier acte visible de la cohabitation. François Bachy, Jean-Marc Martineau. Une marche lente devant les objectifs des photographes et des télévisions. Ce devrait être la dernière fois que l'on voit Jacques Chirac et Lionel Jospin ainsi côte à côte. Un dernier au revoir rapide. Visiblement, tous les deux ont fait un effort pour oublier les propos de campagne électorale et se satisfaire du travail accompli ensemble. La délégation française a parlé d'une seule voix et s'est exprimée, croyez-le bien, avec toute l'autorité et la dignité qui convient à la représentation d'un grand pays comme le nôtre. Une seule voix, mais deux bouches, et Lionel Jospin a aussi voulu dire son mot. Ou alors je considérais que vous avez aussi parlé pour moi, monsieur le Président. Voilà qui n'est d'ailleurs pas totalement faux. Au moment où, sans doute, très certainement, cela s'achève, je voudrais dire que nous pouvons considérer que nous terminons sur un bon sommet. Toute la conférence de presse a d'ailleurs été ponctuée par ces formules de politesse, sans oublier les convergences sur le fond, l'ouverture à la concurrence en 2004 seulement des marchés de l'électricité et du gaz, et pour les seuls professionnels, la France a finalement obtenu gain de cause. Une chose est sûre, la conception des services publics à la française ne sera pas un point de divergence entre ces deux candidats. Pour Jacques Chirac et Lionel Jospin, il importait avant tout de féliciter leur qualité, voilà pour les salariés, et le maintien de leur prix, voilà pour les consommateurs. Et dès demain, ils vont pouvoir à nouveau tous les deux insister sur les différences de leur programme. Une relative accalmie au Proche-Orient, tandis que l'émissaire américain Anthony Zinni poursuit sa mission de paix. Et il a multiplié les rencontres avec les dirigeants palestiniens et israéliens, tout d'abord à Ramallah, vous le voyez, avec Yasser Arafat, et puis dans la soirée au sud d'Israël, dans le ranch d'Ariel Sharon, le Premier ministre israélien. Les Américains qui ont procédé aujourd'hui à un nouvel essai de défense antimissile au-dessus du Pacifique. C'est le 4e test réussi sur un total de 6 dans le cadre du projet controversé de bouclier antimissile. Le missile intercontinental a été tiré d'une base aérienne en Californie. Loïc Bérou, Joël Lefebvre. C'est la 6e fois en 18 mois que le ciel de Californie offre ce spectacle d'un départ de missile. À chaque fois, le scénario est le même. 20 minutes plus tard, un autre missile décolle d'un atoll du Pacifique pour intercepter le premier. Avec succès cette nuit. L'administration Bush poursuit ainsi activement son projet de bouclier antimissile. Mais ce n'est là qu'un des aspects d'une révision qui semble radicale de la doctrine nucléaire américaine. D'après les informations révélées cette semaine sur plusieurs sites internet, le Pentagone envisage ainsi la conception d'une nouvelle génération d'armes nucléaires de petite puissance mais de forte pénétration, capables de percer des cibles profondément enfouies et des bunkers. Ce qui surprend, c'est la liste des pays cibles, Syrie, Libye, Corée du Nord, Iran, Irak pour les classiques, mais aussi la Russie et la Chine. Il y a toujours eu des faucons du nucléaire au Pentagone, des docteurs Folamour, partisans d'un usage élargi de l'arme nucléaire. Il semble qu'ils aient gagné la partie, c'est eux qui ont le pouvoir maintenant. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, une puissance nucléaire penserait ainsi à utiliser l'arme atomique contre un pays qui n'en dispose pas. Et les États-Unis se réservent en plus le droit de reprendre des essais nucléaires pour développer ces nouvelles armes. Interrogé sur la question, George Bush ne dément pas. Toutes les options sont sur la table.
Il faut que le message soit clair pour les nations qui voudraient nous menacer ou utiliser des armes de destruction massive contre nous, nos alliés ou nos amis. On a l'impression que l'administration Bush lance ainsi des ballons d'essai pour tester les réactions de ses alliés. Et elles seront virulentes, car la superpuissance américaine est en train de mettre en cause méthodiquement, un par un, chacun des piliers de ce que l'on a appelé l'équilibre de la terreur. Le siège du MRAP à Paris, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, a été saccagé la nuit dernière. La vitrine a été brisée, mais aucune revendication n'a été retrouvée. C'est la 4e fois que cela se passe et le MRAP porte plainte en appelant à un rassemblement de protestation lundi devant ses locaux, lundi après.